Bonsoir. Jusqu'ici, le vocabulaire du genre avait réussi à imposer dans l'opinion publique nationale et internationale la notion de violence faite aux femmes. La question a été abordée, consignée et traitée justement dans les lois à la fois nationales et supranationales, accordant parfois la priorité aux violences faites aux femmes. Pourtant, il existe des hommes. Il en existe d'ailleurs très nombreux qui en sont victimes. Oui, des hommes victimes des violences conjugales. Ces hommes, parfois bastonnés par leurs épouses. Ces hommes à qui on impose régulièrement, les conjointes imposent régulièrement des tortures physiques, psychologiques et morales. C'est bien à cette catégorie d'hommes que nous donnons la parole ce soir pour comprendre réellement leur quotidien, pour peindre cette réalité qui semble nouvelle, mais qui existe depuis la nuit des temps dans notre contexte social. Ce sera avec un reportage exclusif que vous vivrez au cœur de cette émission, avec des témoignages poignants, pathétiques, émouvants, mais pédagogiques, voire même didactiques. Et puis l'éclairage des experts qui interviendront en deuxième partie pour nous en dire un peu plus sur ce phénomène qui semblerait probablement curieux, mais qui trouve un ancrage socio-culturel assez important. Retrouvons-nous dans une poignée de secondes. A tout de suite. Sur le plateau de Regard Social ce soir, nous recevons des hommes qui ont accepté de s'ouvrir à nos questions, de partager leur quotidien. Un quotidien très difficile. Ce sont des hommes victimes de violences conjugales que nous recevons ce soir. Et nous recevons avec beaucoup de plaisir M. Aliou Ousmanou Saïd. Bonsoir. Bonsoir, M. Eric. Et bienvenue sur le plateau. Merci. Alors, vous êtes polygame? Bien sûr, polygame. Vous venez de Garoua? Bien sûr, de Garoua. Alors, le voyage, il a été? Tout s'est bien passé? Oui, avec trop de difficultés. Avec trop de difficultés, puisque je suis de partie de là, la conscience non tranquille. D'accord. Bienvenue sur le plateau. Merci. Et Monsieur Tsala, Frédéric, bonsoir. Oui, bonsoir. Et bienvenue sur le plateau de Regard Social. Bonsoir, monsieur Eric. Vous venez de Yaoundé. Oui. Alors, comment se porte Yaoundé? Ça va, ça va. Très bien. Et puis, la seule dame en plateau, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Madame Fouda Essono Victorine, bonsoir. Bonsoir, monsieur Eric. Et merci de nous faire l'honneur d'être sur ce plateau. Je vous en prie. Vous êtes la seule femme en plateau. Nos téléspectateurs comprendront certainement pourquoi. Mais je voudrais commencer par vous, monsieur Tsalanga Frédéric. Est-ce que vous êtes un homme heureux? Je me croyais déjà être un homme heureux. Mais à ma grande surprise, après avoir pris une peine que je ne peux pas appeler inutile, mais je me rends compte, parce qu'il y a plusieurs phases dans cette situation. Il y a mon épouse que j'ai vous avez rencontré tant que encadré. J'ai encadré cette femme. J'ai revu tout. Je me suis dit, bon, si je meurs maintenant, comment elle restera? Je me suis battu. Elle a présenté l'examen de CAP-SF qu'elle a eu. Après sa sortie, je l'ai mise à l'IAI pour apprendre l'informatique, pour faire secrétariat. C'est après que je me suis dit non, elle doit au moins aller plus loin. J'ai présenté son dossier au concours de l'école de télévision de la CRTP à Ekounou. Elle a eu le concours, elle a suivi une formation pendant 2 ans. Et tenez-vous tranquille, une école qui coûte cher. En 2 ans, c'est 2 millions. J'ai payé les 2 millions. Je ne parle pas que je l'amène chaque matin avec ma voiture, elle et ses camarades. Je veux voir à midi, est-ce qu'elle a un problème, est-ce qu'elle doit manger, je repars en soirée, la récupérer. Bref, elle a fait ses 2 ans. Elle est sortie
major en montage, niveau 1. Par la suite, on a accordé qu'elle continue à faire ce Stage. je n'appelle plus ça stage, c'était pour qu'elle ne perde plus la main. Elle a donc fait le bénévolat. Après, il y a eu un, j'appelle, où c'était un concours, un test, qu'elle n'avait pas eu. Après ce test, on a demandé que ceux qui n'ont pas eu le test ne viennent plus à la télévision. On s'est battu, elle allait au centre. Et finalement, elle a été recrutée. Elle a été, Et- donc et- en et alors 2014, octobre 2014, Elle a été recrutée. Elle a ça. été Donc on recrutée. comprend que vous avez investi, beaucoup investi sur votre épouse. Voilà. Mais d'où vient le problème? le problème, je vous fais comprendre, monsieur Eric, nous avons 7 enfants. Notre aîné a 23 ans aujourd'hui. Et sur ces 7 enfants, il y a 5 garçons, 2 filles. Quand ma femme commence le travail, en octobre 2014, je paie son transport, elle va au travail, tout. Mais à ma grande surprise, quand elle a son rappel au mois de mars 2015, tous les problèmes commencent. Sa famille, c'est-à-dire son frère, dit que je n'ai rien fait pour sa soeur. Sa maman dit que je n'ai rien fait pour sa fille, alors que quand elle avait eu le concours, sa maman m'avait dit, ne regarde pas de mon côté, débrouille-toi à payer la scolarité et tout ce qu'il faudra pour ta femme. Je l'ai fait. J'ai même été aidé par les responsables de cette école parce qu'il me manquait 850 000 francs pour solder sa scolarité. Elle a passé 2 semaines à la maison, mais avant de solder, les responsables de cette école m'ont aidé. Finalement, quand elle commence donc, je n'ai plus droit, je ne dois pas savoir combien elle gagne. Je ne dois pas savoir combien elle a eu comme rappel. Je commence à voir des choses qui n'allaient plus. Vous voyez quoi? Ma femme, dans leur service, ils font ce qu'on appelle, je crois, c'est ça qu'on appelle service de car. Mais chez elle, son travail, c'est du matin à minuit qu'elle rentre. Quand je veux parler, elle me dit, bon, moi-même, je me dis aussi que, comme elle est nouvelle, ça ne sert à rien de faire, mais sachant que quand elle allait suivre ses stages dans cet organisme, il y avait ces professeurs de stage qui avaient des services de car. Mais Curieusement, elle n'en avait pas. quand elle commence le travail, c'est le contraire. Et elle allait où? Elle est partie, je vous raconte, laissez-moi souffrir de vous dire, qu'est-ce qui se passe? Pour ne pas aller loin, comme le temps est imparti, mon épouse me dit d'abord que on doit partir de chez moi. Je suis natif de Yaoundé premier, en Colombie. Elle me dit non, la maison-ci ne nous convient plus, il faut partir. Je dis non, madame. Toi-même, tu vois ce que j'ai commencé derrière. Je suis en train de construire une maison de 2 appartements de sous-sol, rez-de-chaussée, un niveau. On ne doit pas laisser ça, tout au contraire. Mets-toi en tête que quand tu commences le travail, c'est aussi la retraite. Mais c'est la façon de t'organiser qui va te faire voir la retraite. Très bien. Mais il se passe que, par la suite, vous faites une découverte assez difficile à Je fais donc une digérer. découverte. Laquelle? La découverte est que mon épouse rentre du travail le 25 juin à 21h. Moi, j'étais couché. Elle m'appelle, elle me dit, lève-toi, viens voir. Ma camarade m'a acheté un téléphone. Je dis, comment?
une femme peut acheter un téléphone à l'autre. Non, j'avais vu son anniversaire passer à la télé et elle est venue, je lui avais envoyé un message de souhait de bon anniversaire par Facebook. Elle est venue à ma recherche que dans tout notre service, c'est moi seul qui lui avais souhaité bon anniversaire. Je lui ai dit que moi-même, je fête le 1er juillet. Elle est donc venue m'offrir ça avec facture, 35 000. Parce que elle ne sera pas là le 1er. Je dis ok. Maintenant, quand on part au lit, je dis ma femme, elle commence par me dire que j'ai des crampes, j'ai des crampes. Je commence à masser les pieds bêtement. Après, je lui dis, j'ai besoin de toi, j'ai envie de faire l'amour. Elle me dit, je ne peux pas, je suis trop fatigué. Non seulement fatigué, quand tu es à côté de moi, c'est comme si c'est le courant qui m'arrêtait. Et elle vous tourne le dos. Je dis donc, ma femme, tu n'es qu'enfant. Quelqu'un t'a amené quelque part, il t'a fait l'amour exagérément. Et il t'a offert un téléphone par la suite. Je t'ai acheté des téléphones de plus de 5 000. Tu me montres un téléphone de 35 000. Bon. Elle me dit, c'est ce que tu dis. Je pars, je pars. Je dis, ok. Je n'ai ni cellule. Si même j'en avais, les prisonniers se battent. Tu te décides à partir, pars. Elle vous abandonne avec les enfants. Alors, le lendemain, on était un samedi soir. Le 26, je fais appel à une nièce qui travaille à la défense, qui vient avec son mari. Quand ils arrivent, je soumets le problème. Elle dit non. Elle a suivi, mais elle verra. Pendant ce temps, je ne savais pas qu'elle m'avait déjà enlevé tout ce que j'appelle pièces officielles. Actes de mariage, les actes des enfants, les divorces que j'avais fait avant. Et elle a fait 200 dames. Elle est partie, elle a dit qu'elle allait au travail, elle est partie. Mais entre-temps, par la suite, vous découvrez des messages assez compromettants. C'est après. Oui, qu'est-ce qui se passe à ce moment? Non, non, dites-nous l'essentiel. L'essentiel, c'est que je reviens. Maintenant, quand elle rentre, le soir, elle dit qu'elle s'en va. Elle ne sait pas ce qu'elle est venue faire. Je dis non, tu ne parles pas. J'appelle ma belle-mère, elle me dit, libère ma fille. Plus de 25 ans, elle est en prison chez toi. Je vais donc au commissariat du 17e pour déclarer à la main courante que si quelque chose arrive à ma femme, ça ne sera pas moi. Elle a quand même dormi. Dimanche matin, moi, je m'apprête pour aller à la messe. Je veux sortir de la chambre. Elle me gifle. Et quand je vais réagir, notre fils aîné, Gatsal Benedictus, et le troisième garçon me prennent et elle-même, ils me renversent sur le canapé. Donc vous avez été battu par votre femme. Battu par ma femme et mes enfants. Et ça ne s'est pas arrêté là. Le lundi 27 juin, elle a continué à me dire que je m'en vais. Je suis sorti. Déjà, quand j'étais au commissariat, elle avait déjà dégagé beaucoup de ses effets. Je ne sais où elle a gardé. Le lendemain, elle a emballé tout. Elle a loué. Très bien. Elle est partie. Bien, je vous permets de souffler. C'est pas la suite. Oui, oui, j'y reviendrai. Je vous permets juste de souffler un tout petit peu. Oui. Doyen, on va en parler, vous comprenez? Merci. Donc nous avons tout le temps. Merci. Je vous permets de souffler un tout petit peu. Alors, je vous donne la parole, monsieur Ousmane Saïd, vous qui venez de Maroua, vous êtes polygame, vous êtes marié, vous êtes père de 11 enfants. Oui. Alors, vous faites la connaissance ou la rencontre d'une jeune fille À Garoua. à Garoua, parce que partie de Maroua, du fait de l'insécurité qui a sérieusement affecté vos activités professionnelles. Donc, une fois à Garoua, vous faites la connaissance d'une jeune fille. Qu'est-ce qui se passe? Oui, quand je suis arrivé à Garoua, je me suis installé. J'ai payé une maison.
Bon, je me suis dit qu'il fallait ramener les petits-enfants avec moi à Garoua. Quand les petits-enfants sont arrivés, les mamans ont refusé de venir à Garoua. Bon, il fallait une femme pour s'occuper de ces enfants-là. C'est comme ça que j'ai rencontré une jeune femme à Garoua qui m'a convaincu. Parce que je ne l'ai pas montré la maison, elle-même, elle a cherché à connaître la maison. Le week-end, elle allait voir les enfants, tresser les filles, les laver et tout. Elle a amené les enfants à me dire de l'épouser. Ce sont mes enfants qui me disent d'épouser celle-là. J'ai été convaincu. Et pendant ce temps, les femmes précédentes sont où? Vos épouses? Eux, à Maroua, à Kousseri. Donc vous les avez abandonnées à Kousseri? Oui, puis elles ne voulaient pas venir. Ok, continuons. Bon, c'est ainsi que, à la demande des enfants, j'ai accepté. Je me suis annoncé. On a attaché en islam ce qu'on appelle attacher le mariage, le tegal. Quand j'ai attaché le mariage, j'ai donné un rendez-vous de 2 mois avant de venir faire le mariage, amener la femme. À ma grande surprise, c'était un vendredi qu'on a attaché ce mariage après la prière de 13h30, 14h. Elle-même est arrivée à 19h à la maison avec un petit sac banco. Finalement, je croyais qu'elle venait pour repartir, elle n'est plus jamais repartie. Elle est venue s'installer. C'était l'installation. Dans son territoire. Voilà. Maintenant, elle allait au travail, elle rentrait, mais je dis, mais pourquoi tu ne rentres pas dans ta famille? Or, en ce moment, elle avait des problèmes en famille. C'est ce que je n'avais pas su. Bon, vous savez, quand le mois de Ramadan arrive, les pardons sont mutuels, vous excusez, vous pardonnez, tout ça. C'est en ce temps que je l'ai accompagné dans sa famille pour demander pardon, surtout à sa maman. C'est ce qui a été fait. Je croyais avoir une femme. Alors, j'ai un petit enfant de 6 ans, Hamid. Il a commencé à tousser. J'ai fait beaucoup de pharmacie. Il faut payer ça, il faut payer ceci, il faut payer ça. Ça ne donnait pas. À l'hôpital, on m'a demandé de faire la radio. Alors, elle était trop maligne. Je me rappelle, elle donne sa contribution de 10 000 francs pour la radio de l'enfant. Nous avions fait de la radio. Ils ont essayé de voir. Or, c'était une tuberculose. Elle avait de la tuberculose. Alors, on s'est battu avec le traitement de l'enfant. À ma grande surprise, c'est le frère à la femme qui me demande l'état de l'enfant. L'état de l'enfant, quand je lui explique, il dit, mais la femme que tu as épousée, qui est ma soeur, a la tuberculose, elle a été hospitalisée, internée à l'hôpital régional de Garoua. Effectivement, j'ai constaté que c'était vrai. Parce qu'elle n'avait jamais graci. Je lui dis, mais quelle est cette femme qui ne gracie pas la déceptionner tout? En tout temps, dès que j'ai découvert ça, il y avait toujours des petits problèmes. Avant de l'épouser, je lui ai dit que je suis diabétique. J'ai la tension, j'ai le diabète. Pour moi, épouser une femme, il faut que ce soit une femme qui connaît faire de la cuisine. Elle m'a convaincu par A plus B qu'elle connaissait de la cuisine. Mais quand elle est arrivée, c'était nul. C'est ma fille. J'avais une fille, j'ai une fille de 16 ans qui faisait de la cuisine à sa place. Elle corrompait ma fille. Et elles ont eu des problèmes avec ma fille. Donc vous êtes trompé sur votre casting. Je me suis vraiment trompé. Surtout le cas. Mais après, elle tombe enceinte. Enceinte, j'ai su ça bien après. Qu'elle était enceinte? Elle était enceinte, elle a été à l'hôpital, je ne sais pas, l'échographie ou tout ça, on a dénombré un certain nombre de mois. Mais quand je calcule avec son arrivée, je trouve que ça ne donne pas. Ça ne donne vraiment pas. Comment ça? Bon, c'est là où les problèmes sont nés. Mais ça ne donne pas comment? Quels étaient les calculs? Non, la grossesse était en avance plus que son arrivée. Chez vous? Oui, c'est ça le problème. La grossesse était en avance plus que son arrivée chez moi. Et qu'est-ce que vous faites? Bon, il y avait trop de problèmes. Elle avait trop de problèmes. Seulement que je ne connaissais pas cette famille-là. C'est bien après que j'ai su cette famille. J'ai connu qu'est-ce qui pouvait être cette famille à Garoua. Sa maman est venue me trouver ce jour-là où j'ai dit non, ça devait être la dernière fois. Parce que je l'ai répété plusieurs fois. Je l'ai renvoyé en famille, qu'elle ne connaissait pas préparer. Pour la dernière fois, quand je l'ai renvoyé, j'ai donné 2 semaines pour qu'elle... Mais 3 jours après, son beau-frère est venu me convaincre, non, il était là-bas,
il a demandé qu'elle fasse la cuisine, lui-même a mangé et que ça marche bien. Tout, ils m'ont convaincu avec une de ses soeurs, ils ont ramené la femme. Moi, je ne savais pas. Et puis, de plus grave, un jour, j'attrape un message dans son téléphone où elle a voulu rencontrer un monsieur. Le monsieur réplique dans le message, lui renvoie le message, qu'à partir du moment où tu es déjà marié, moi je suis marié, je crois qu'il y a déjà un responsable. Ça a attiré moi. Mais bien sûr, sinon responsable de quoi? Je ne sais pas. Et c'est ce qui a aggravé tout. J'ai dit, mais tiens, on a eu des problèmes, je l'ai fait partir encore de la maison, que je ne voulais pas. Son beau-frère, sa soeur, je ne sais pas, c'est sa cousine, ont essayé de me convaincre pour qu'elle revienne. Elle est revenue. Pour la troisième fois, je vois que ça ne va pas. Sors de ma maison. C'était devenu une bagarre. C'est là où elle appelle ses soeurs, elle dit que son pied est cassé. Trois de ses soeurs sont venues. Elle était couillée, elle dit que son pied est cassé. Amenons-la à l'hôpital. Elle-même cale les pieds au mur et la porte ne voulait plus sortir. Donc, elle n'était pas malade. Sa cousine là, qui dit, oh tiens, on comprend déjà le problème. Le problème arrangé, bon, quand eux ils rentraient, elle s'est levée, c'est elle qui a accompagné ses soeurs. Donc il n'y avait pas de problème au pied. J'ai dit, donc voilà la preuve. C'est à partir de ce jour que j'ai su qu'est-ce qui pouvait être cette fille. Parce que bon, au moment où je l'ai rencontrée, elle m'a dit qu'elle avait 23 ans. Or, officiellement, l'acte de naissance, elle dit dans sa carte d'identité, elle avait 32 ans. Elle avait 32 ans. Voilà le problème. Elle me parle de 23 ans. Parce que son grand frère et son petit frère sont venus un jour à ma rencontre. Quand j'ai parlé de cet âge-là, c'est son petit frère qui regarde et dit, mais tiens, donc je suis son aîné. Moi, je ne comprenais plus bien. Hein? Je comprends, il y avait un problème. Alors, il y a une fois aussi, quand j'ai ça c'est toujours de la maison, elle s'est retrouvée dans un hôpital là, aux abords de Garo, à Takasho. C'est-à-dire c'est une maison où on prépare localement, c'est pas les produits traditionnels, c'est un dispensaire, c'est les anglophones là-bas. Elle donne mon numéro, on appelle. Elle est morale dans ce dispensaire-là. Je n'ai jamais été là-bas. Mais je me suis forcé, j'ai cherché, j'arrive, je trouve qu'elle est couchée sur une natte. Dès qu'on a dit que j'étais là, c'est comme ça qu'elle se lève, je l'amène au dispensaire de l'Inde. Je fais venir ses soeurs. On l'a injecté, un premier traitement, je ne sais pas, elle est guérie, on dit non, il faut ramener à la maison. Elle est revenue encore. Le véritable problème, elle avait déjà des problèmes avec tous mes enfants. Tous mes enfants. Alors ce jour-là, j'étais malade couché. Elle est entrée dans la chambre parce qu'elle était à la cuisine. Les enfants étaient à l'école. Ma fille, je ne sais pas, elle n'était pas là. Elle va elle vient, elle me trouve couché, elle va là, il y avait un petit armoire, elle sort un petit banco où elle avait ses sous-vêtements là-dedans. Moi, j'ai fait semblant de dormir. Elle savait que j'étais malade, de dormir. Quand elle est sortie de là, nous avions une douche à l'intérieur de la chambre. Il y a une toilette externe qui est du côté gauche. Du côté droit, c'est la cuisine externe. J'ai été surpris. Et j'ai la fenêtre. Avant d'arriver à la cuisine, là, vous passez sur ma fenêtre. Elle est sortie. Si elle allait aux toilettes externes, ça se comprenait. Mais elle vient tout droit à la cuisine. J'ai dit, tiens. Je me lève, je regarde. Qu'est-ce qu'elle a vu? Je constate que c'est le petit banco qui détenait ses sous-vêtements. C'est quoi le banco? L'emballage plastique. L'emballage plastique banco. Je cours dehors. Je me tiens sur la véranda. Elle était courbée là, sur la marmite, ouverte. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle avait en main. Elle me dit non, c'est mon truc. J'ai dit mais c'est ton truc, qu'est-ce que tu as en main? Je descends de la véranda, je vais la trouver à la cuisine. Fais-moi voir ce qu'il y a là dans le banco. Parce que je sais que c'est les sous-vêtements là-bas. Elle a refusé, on a commencé à se tirer. Je voulais arracher, elle tirait. J'ai réussi à arracher le sac. J'ai fui avec ça dehors, j'ai versé là-bas. Mais ce que j'ai trouvé là-bas, c'était grave. Les talismans, des trucs, j'ai trouvé un peu de tout là-bas. Le coton, qu'elles appellent garniture, il y avait 2 cotons imbibés de sang, alors qu'elle disait qu'elle était enceinte.
Je ne sais pas d'où est venue l'aventure. Alors, ce jour-là, j'ai décidé qu'elle parte définitivement. Sa maman, quand elle est partie, elle revient avec sa maman et sa soeur, sa cousine. Sa maman s'est mise à m'insulter devant tous mes enfants. C'est qu'elle a eu à parler là, j'ai dit non, c'est fini aujourd'hui. Même si c'est la fin. Aujourd'hui, là, c'est fini. Elle va partir. D'accord. Est-ce qu'elle est toujours votre femme? Non. Ce n'est pas ma femme. Mais vous, Elle, avez... Pardon? Mais vous avez scellé le mariage devant Allah. Non, en islam, ce n'est pas ça. En islam, quand l'homme dit que c'est fini, c'est que c'est fini là. Donc vous avez dit c'est fini. Non, je l'ai dit depuis. Elle n'est pas ma femme. Vous êtes sûr qu'elle ne reviendra plus? Non, je ne crois pas. Je ne souhaite même pas. Il faut pas même. Ça ne doit même pas être un rêve. Ça ne doit pas être un rêve. Vraiment, ça ne doit pas Et être. l'enfant? L'enfant, elle va chercher le père de son enfant. Je n'ai pas reconnu l'enfant au tribunal. Nous n'avions pas l'état civil. Parce que vous avez été au tribunal. Je vous dis que Vous avez été au tribunal. Oui, le magistrat, je ne sais pas, elle a des liens avec ce magistrat. Nous avions fait le tour de tous les tribunaux coutumiers, la justice, les affaires, comment on appelle, les affaires sociales, la promotion de la femme, tout ça. Et le verdict, c'était quoi? Mais le verdict, il fallait que je laisse la ville. Parce que elle avait avant. Vous avez fui là. Oui, on appelle ça peut-être fuir. Je sais pas, on va appeler ça comme ça. Mais vous fuyez vos responsabilités. Non, je ne fuis pas. Le tribunal coutumier dit que vous êtes le père de cet enfant. Non, le tribunal coutumier ne s'est jamais prononcé sur cette affaire. Par contre, elle va dire qu'elle m'a donné 250 000. Non, parfois on dit de remettre les 250 000. Vous l'avez remis. Mais je vais remettre ce que je n'ai pas perçu. C'est ce que je n'ai pas perçu que je vais remettre. C'est quitte à moi peut-être l'a donné 250 000, mais pas elle. Parce qu'elle est venue, je vous dis, le sac avec un sac banco. Je vois, c'est avec ça qu'elle est venue à la maison. Très bien. Nous en parlerons davantage tout à l'heure, M. Saïd. Alors permettez de donner la parole à la seule dame en plateau avec nous ce soir, Madame Fouda Essono Victorine. Bonsoir, Madame. Bonsoir, monsieur. Alors, la question qu'on se pose ce soir est celle de savoir ce que vous faites avec les hommes victimes de violences conjugales. Quel est votre problème? Mon problème, il est tellement poignant. Et c'est une bagarre que j'ai toujours faite depuis ma tendre enfance, seule. Contre qui? Bizarrement, c'est contre ma propre maman et mes sœurs. Bon, mon papa a été victime de cette trame-là. Bon, donc, quand je vois les hommes qui se plaignent comme ils se plaignent, ça c'est ce que moi j'ai vécu. Et donc j'ai été, disons, le pion de toute l'histoire parce que à la fin c'est moi qui devais payer toutes les erreurs de mon papa auprès de ma mère. Pourquoi votre père a été victime de violences conjugales? Oui. Infligées par votre maman? Jusqu'à ce jour, parce qu'aujourd'hui même quand tu lui parles, il a la tremblote. Parce qu'il a la tremblote, il fume, il faut toujours qu'elle soit là pour lui donner des soins. Et puis, bon, ma maman s'arrange à ce que je ne sois pas toujours très proche de lui. Parce que s'il venait qu'il meure, ce serait une victoire aussi pour elle. Bon, il savait que ma maman soit venue en mariage avec 2 enfants. Et dans son union avec mon papa, ma grand-mère n'avait jamais cautionné le fait qu'elle se déplace avec ses 2 enfants, qu'elle disait être les héritiers de son mari, parce qu'elle n'a pas fait de garçon. Bon, quand je nais donc mon papa, parce que ça a été une guerre de très longue durée entre ma grand-mère maternelle et mon papa qui venait même souvent arrêter la bagarre à mon père, chaque fois. Bon, à un moment, quand je suis donc née, c'est là où mon père me fait porter le nom de Victoire, parce que pour lui c'était une victoire. Au lieu donc que ma maman soit fière et qu'elle ramène les enfants à sa maman, plutôt je deviens plus qu'un rival pour elle. Ok, bien. Du coup, vous soutenez la polygamie? Oui.
J'ai beaucoup soudé, parce que moi je suis même allée jusqu'à vouloir chercher une épouse à mon papa. Quand la fille est née à ma mère, l'a enlevée de chez mon père avec tous mes frères. Parce qu'elle avait gagé contre moi qu'elle va respirer seulement quand elle va détruire toute la maison de mon père. Et c'est ce, elle s'est attelée à le faire. Parce que jusqu'à ce jour, elle n'a pas baissé la garde. Elle s'est arrangée à ce qu'on perde tout ce que mon papa avait travaillé dans sa vie, parce que toutes les maisons qu'il a construites se sont volatilisées comme ça. Ma maman a réussi à obtenir de mon papa une procuration pour son fils, qui s'est accaparé de nos biens. Il les a vendus, il roule dans les véhicules, pendant que je me retrouve avec mes petits frères et tout dans la rue. Donc... pour vous, votre papa a été victime de violence. De violence, et de terribles violences, parce que ma maman, non seulement elle est venue avec des enfants en mariage, elle s'est arrangée à prendre ses cousines qui avaient habité avec nous à la maison. On affligeait des choses à mon papa qui était infernal. Un chef, on lui refuse à manger, on fait des trucs, et je subissais aussi les mêmes choses. Donc, ça a été trop difficile, parce que ma maman est allée jusqu'à cacher mon acte de naissance, parce que je suis là, j'utilise un duplicata. Quand il fallait faire mon probatoire, ma maman a déclaré qu'elle n'avait pas mon acte. Très bien. Bien, nous allons certainement approfondir ce témoignage dans le cours de cette émission. Mais Monsieur Tsala, vous avez vécu des moments extrêmement difficiles avec votre épouse. L'une des séquences qui auront certainement marqué cette histoire, ce sont les SMS que vous avez reçus. Quels étaient les contenus et dans quelles circonstances? Avant de recevoir les SMS, tant que ma femme était avec moi, je me suis dit, comme elle n'est pas encore recrutée, je l'ai acheté un banc de montage. J'ai acheté une caméra HFD, Sony. La caméra est partie entre les mains de son camarade. 2 semaines après, on m'a dit qu'on a volé. Vous voyez, des pareils cas, je pouvais mourir. Bon, vous allez voir, quand elle part de chez moi, le 17 juillet, étant à Bafia, je reçois l'appel téléphonique. Allô, monsieur me dit, remettez rapidement ce téléphone à la dame qui appartient au téléphone. Je me pose la question, mais comment? Mon téléphone? Le monsieur coupe. Quand je m'en souviens, je me dis que non. J'avais acheté ce téléphone de puce, mon numéro finit avec 50, le même numéro, et pour mon épouse finit 75. Bon, peut-être qu'il s'est trompé parce qu'il voulait appeler ma femme. Ou il a fait ça sciemment, parce que je vais vous lire ce qu'il me dit. Quand je veux appeler ma femme, elle est occupée. Je veux rappeler ce numéro, les 2 téléphones sont occupés. Au niveau d'Ombessa, mon téléphone réagit en me disant qu'ils sont tous joignables. Je rappelle, monsieur, il me dit, monsieur, vous voulez en venir à quoi? Vous voulez en venir à quoi? Je dis, à rien. C'est très bien, depuis le 27 juin, vous avez eu enlevé mon épouse. Non, 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 c'est ma camarade, c'est ma camarade. Je ne veux pas prononcer le nom de l'institution. J'enregistre donc mon épouse camarade. Le 21, c'était... Non, laissez la date. Le 31 juillet 2016. Le même numéro m'habite. Camarade. Camarade. Je rappelle, monsieur ne prend pas le téléphone. À l'église, je mets mon téléphone au mode silence. Je vois un message qui tombe. C'est ça ici. Cesse de m'appeler quand je fais l'amour à qui tu connais. Bon, par la suite, je me pose la question quand même. Monsieur, vous êtes qui? Il me dit imbécile. Il a écrit ici, imbécile, pauvre imbécile. Là, mon beau-frère continue aussi. Je serai en paix le jour où le juge va prononcer
l'annulation de ce faux acte de mariage que j'avais signé pour envoyer ma soeur à l'enfer chez toi, sans doter personne. Heureusement, le juge le fera très bientôt, comme je ne veux pas citer le nom, est entré en Conégui ce soir. Sache que tous tes directeurs que tu allais souvent voir à Serose, non, on perdit le sommaire. Bref, le gars a continué à m'envoyer des messages, comment j'ai un vieux pénis, comment je dois attendre ma femme, ma vieille femme qui fait la prostitution en Europe. C'est en ce temps-là. Et désormais, je n'aurai même plus sa petite Christine au téléphone parce qu'il enlève tous ses numéros. Ce qui a été fait. Elle m'appelle quand elle veut parce que je garde mes numéros. Je ne peux pas l'appeler. Et je vis comme ça avec les 7 enfants. Par la suite, son fils aîné, qui m'a cassé la gueule, m'a dit qu'il va me découper avec la machette. Je lui ai dit non, ça ne peut pas aller. Il allait rejoindre sa maman. Mais comment vous surmontez tout ça? Comment vous vivez ça au quotidien? Je vais vous dire que quand ma femme me fait d'abord le premier coup, que je n'ai rien fait pour elle, le 12 janvier 2016, j'ai eu la l'AVC. C'est ça. Voici mon carnet médical. J'ai eu la l'AVC. Et quand la dame qui me suit, Madame Corona, après les examens, me dit, monsieur, vous n'avez pas de tension, vous avez plutôt un stress. Je lui dis non. Oui, c'est ça. Depuis 1 an, j'ai ce problème. Laissez-moi vous dire que mes enfants, parce que notre deuxième enfant, il a même la bénédiction parce que entre lui et son frère, lui, il a eu le BPC, alors qu'ils ont fait ça ensemble. C'est cet enfant qui fait tout pour faire la cuisine pour que nous mangeons. Et les petites, c'est aussi des fois. Mes enfants, des fois, il y a le poisson dans le congélateur, la viande. Ils ne parviennent pas quand ils rentrent tard de l'école. Ils dorment affamés. Je suis obligé d'acheter le lendemain matin des choses pour les remonter. Donc c'est pour vous dire, non seulement ça, elle venait de partir, elle a fait appel à moi. Retrouvons-nous à ma banque, au commissariat central, chambre d'agriculture. Je suis arrivé, elle a pris 100 000. Elle m'a donné, elle m'a dit, ne t'en fais pas. Les choses arrivent, on va voir comment arranger le problème. Jusqu'à ce jour. Donc, vous avez espoir? Quand je vous dis que la main en question m'a dit que je ne verrai plus ma femme, c'est déjà sa femme. Ok. Je ne parviens plus. Et elle ne pense même pas à ses enfants. Le dernier aura 7 ans cette année. Est-ce que vous l'aimez toujours, votre épouse? Bon, j'ai toujours aimé mon épouse, mais actuellement, je me rends compte qu'elle va me tuer quand elle sera là, parce qu'elle a déjà reçu. Il y a même quelque chose que j'ai failli oublier. Je suis combattu à un niveau. Ma tante est morte. Mon petit frère, que j'ai sorti de prison pour avoir braqué, mon combat, il veut des terrains de ceci. Mes petites sœurs ont porté plainte auprès du sous-préfet. Ok, ça fait des problèmes. Donc, vous avez beaucoup de problèmes finalement, monsieur Salah. Okay. Donc, là où je vous dis, quand vous me posez la question, je soupçonne aussi ma famille. Parce que mon petit frère a appelé la famille maternelle, où on a fait une assise, en invoquant que je dois mourir, ma femme doit mourir. Il a même tenté de prendre nos photos. Mon épouse, moi-même et ma petite soeur cadette, on nous a mis au parfum, la gendarmerie,
d'un colondome les a arrêtés. Très bien. Bien, c'est une parenthèse, mais je reprends ma question. Oui. Est-ce que vous l'aimez encore, votre Je époux? dis que je l'aime ou je ne l'aime pas à cause de ses enfants, qu'elle rentre s'occuper de ses enfants. Donc, si elle revient à la Parce maison, vous la recevez. que mes enfants ne peuvent plus réussir. Parce que leur vie est gâchée. Leur maman, elles sont maintenant orphelins, moi veuf. Sans être veuf. Sans être orphelin. Donc, si elle rentre, sa porte est ouverte. Je ne l'avais pas mise dehors. Elle est partie d'elle-même. Qu'elle rentre s'occuper de ça. Parlez-lui, parlez-lui, parlez à votre épouse. Je dis Christine Jeanne Mberabora, épouse Tsala. Je t'appelle ce soir à travers ces studios. Pense au combat qu'on avait eu avec ta maman et ton frère aîné. Moi, je t'ai délivré. Mais au jour d'aujourd'hui, toi, tu m'abandonnes avec cette charge, alors que j'ai pris la peine pour toi. Tu te rappelles bien, toute l'école de Kounou, on m'a appelé, on m'a surnommé le père de la promotion. Tu le sais bien. Alors, je ne veux pas de ton mal. On m'avait demandé de tout faire, présenter des preuves pour te faire partir de ton lieu de service. Je me suis dit, rien. Je veux faire une peine. Je veux faire une peine inutile. Donc, rentre rejoindre tes enfants. Montre-toi de moi avec tout ce que vous faites. Voici les messages. Je ne sais pas la suite. Que je découvre le nom de celui qui t'ennuie, car ton enveloppe d'adresse est tombée. J'ai recherché ce numéro, j'ai découvert son nom. Et ton ancien chef qui t'a envoyé 100 000 pour aller louer la maison, j'ai retrouvé ces papiers Express Union. Actuellement, qu'il a eu la retraite, il a eu 15 millions, c'est ça que tu suis, c'est zéro. Reviens à la maison. Ok, on l'a compris. Et vous pourrez vous la rassurer, vous allez bien l'encadrer. Mais c'est ma femme. Ok. Alors, Monsieur Saïd, dites-nous, c'est quoi la suite de l'affaire? Vous prendrez une nouvelle épouse après toutes ces violences que vous avez subies? Non, il y a eu trop de violence. Il y a eu trop de complicité. Il y a eu trop de gens dans cette affaire. J'ai été considéré de tout un arriviste. Il y a eu tout. On l'a amené même des gens pour vendre la maison que j'ai eu à payer. Après moi, elle est allée plusieurs fois avec les gens du tribunal coutumier. Je ne sais pas. Elle a trouvé que j'avais payé ma maison à Garoua. Avant, j'avais déjà payé ma maison. Mais d'où vient-il qu'elle vende là? Elle a fait partir ma fille de 16 ans. J'ai une fille de 16 ans à la maison. C'est elle qui donne de l'argent à la fille. La fille est partie. C'est elle qui manigance pour que j'ai des problèmes avec les voisines. Dieu merci, au cours de l'investigation que je faisais, voilà une voisine qui vient devant elle-même qui dit non, le père des enfants ne te dérange pas. Sa marade qui est là assise, ses frères savent là où ta fille est partie. Imaginez un peu une fille de 16 ans qui quitte Garoua jusqu'à coucher. Avec tous les risques que ça comporte. Aujourd'hui, elle est où? C'est une fille qui a été enlevée. Nous sommes dans une zone d'insécurité. C'est maintenant que j'apprends, il n'y a même pas un mois, peut-être elle avait été enlevée par quelqu'un qui était dans le Boko Haram. Elle est enceinte, elle a accouché. Et vous êtes papa? Je suis papa. Grand-père? Bon, si c'est ce que la nature a voulu, qu'est-ce que vous voulez? Mais peut-être parce que vous avez abandonné vos précédents. Et j'ai déposé plainte, s'il vous plaît, en justice. Je dépose plainte le 13 août 2015. La dame qui était à ce secrétariat me demande si j'étais avocat. Parce que je voulais un récépissé de dépôt. J'ai dit non, elle dit non, il n'y a qu'aux avocats qu'on remet ça. Depuis quand? Avant qu'elle ne naisse, je connais qu'est-ce que c'est l'administration. J'ai gardé mon calme, je suis parti. Le 17, je reçois la convocation du magistrat. Je devais me présenter le 18. Le 18, je me suis présenté là-bas.
C'est le magistrat qui m'amène de force à signer bon qu'il faut que je m'occupe de l'enfant, donner 20 000 francs par mois. Lui-même qui est magistrat. S'il n'a que 3 il faut donner 20 000 francs à chaque enfant. J'ai 11. Il sait que je travaille où? J'ai quel salaire? Je ne sais pas. 20 000 fois 11 enfants. Un enfant qui n'est pas issu de mes œuvres. Mais ce sont vos enfants? Non, j'en ai 11 que je connais. Mes enfants sont reconnus. Officiellement, je n'ai jamais fui mes responsabilités. Jamais je n'ai fui mes responsabilités. Donc pour vous, c'est... J'ai reconnu tous mes enfants officiellement. Donc pour vous, le 12e est une croix? Oh, je ne sais pas. Lui, il est venu, c'est sa maman qui doit présenter son père. Le moment venu, il va demander à sa maman où se trouvait son vrai père. Sinon, elle n'a qu'à produire le résultat de l'ADN. Alors, donc, finalement, les 2 précédentes épouses ne sont pas avec vous, puisqu'elles Elle a sont amené Marois tout le monde. Série. Je dis qu'elle a La épargné dernière tout. n'est pas avec vous. Qui s'occupe Tout de le vous maintenant? monde, c'est-à-dire la famille est partie en l'air. Là où je suis là, depuis l'année passée, mes enfants ne sont pas à l'école. L'aîné devait faire la licence l'année passée, il ne le fait pas. Il n'est pas à l'école. Pourquoi? À cause du problème de cette femme. J'ai saisi la justice par multiples fois à Garoua. Il n'y a jamais eu de suite. Et par contre, elle dépose plainte après moi. Je reçois une convocation le 18. Mais en quoi elle vous empêche de payer Mais les études de vos enfants? Est-ce que je peux être à Garoua? À Yaoundé, on a appelé Garoua pour ce problème. Quand je suis arrivé, ce sont ses frères qui me cherchaient avec les bouteilles d'essence et tout. Donc vous êtes recherché. Elle envoyait déjà à la maison lancer les cailloux. Mais la pare-brise est partie du véhicule. La porte du salon s'est en allumé. Tout est parti. Il y a eu beaucoup de dégâts. J'ai connu beaucoup de dégâts. C'est toute la famille qui se soulève. Vous n'irez plus jamais à Garoua? Non, pour le moment. À la radio, quand j'ai suivi parler de la Commission nationale de violence, qui luttait contre les violences faites aux hommes, je suis venu, j'ai saisi cette organisation. Bon, pour l'instant, je crois que le dossier est en bonne marche à partir de ces institutions à Yaoundé. Très bien. Bien, vous ne partez pas, restez avec nous. Nous vous proposons de vivre le quotidien des témoins que nous avons reçus ce soir. Il s'agit d'un reportage qui a été réalisé à Yaoundé, dans la capitale du Cameroun, et qui met en scène les acteurs que vous avez écoutés dans leur environnement immédiat. C'est un reportage qui porte la signature de Emmanuel Diop et Ike Cyrils, avec la diligence de M. Samuel Tufa. Je vous propose de suivre ce reportage et juste derrière, nous donnons la parole à nos experts. Voilà, retour sur ce plateau avec nos experts qui sont déjà installés pour décrypter le sujet qui est inscrit à l'ordre du jour ce soir. Nous recevons en deuxième partie, dans la posture d'expert, M. Eka Oona Gabriel. Bonsoir. Bonsoir, Eric. Bienvenue sur le plateau de Regard Social. Ah ouais, vous êtes le coordonnateur national du Centre de lutte contre les violences faites aux hommes. Qu'est-ce qui a dicté, motivé la mise sur pied d'une telle structure pour encadrer les violences faites aux hommes? J'ai eu le flair et tout le temps de constater que autour de moi et plus loin, partout où j'allais, les hommes étaient toujours violentés. Et la question du 8 mars m'a tellement marqué au point où je me suis demandé pourquoi on fêtait le 8 mars, surtout qu'on parlait des violences faites aux femmes. Et en observant ce qui se passait autour des hommes, je me suis rendu compte que, surtout après une certaine enquête qu'on a menée presque pendant 4 ans, que c'est les hommes plutôt qui étaient les personnes les plus violentées dans l'espace. Comment ça? Quelles sont les évidences? En fait, observez bien autour de vous. Je ne vais pas étirer l'analyse plus loin. Lorsque vous tenez compte de ce qui s'est passé il y a peut-être 2 ou 3 ans, vous allez vous rendre compte que la majorité des déclarations que vous suivez à la télé, regardons un peu le cas de nos capitaines. C'est des hommes. Les femmes ont tout fait pour chercher à arracher leur fortune. Regardons un peu dans le cadre de la loi. Lorsqu'une loi, une convention comme la CEDEF entre en vigueur dans les pays africains, la CEDEF
est une violence énorme pour l'homme. C'est une convention qui devrait être faite pour, bâtie pour que l'homme et la femme puissent mieux vivre. Mais là-dedans, on a oublié qu'il existe plus loin la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Hein? Dans son article 1 et l'article 7, on a encore oublié plus loin la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Dans son article 3, on a directement créé une convention pour que les hommes soient violentés. Moi, je l'appelle violence parce que lorsqu'on dit, par exemple, aux femmes dans la convention que la femme a le droit de, par exemple, se déplacer, on ne dit même pas là-dedans si c'est une femme mariée ou une femme célibataire. On dit encore, toujours dans la CEDEF, il y a encore d'autres volets où l'homme et la femme devraient choisir le domicile. Or, on sait dans les lois africaines que c'est le chef de famille qui choisit le domicile. Ça veut dire que si la femme a décidé de rester en ville, elle reste seulement en ville. Toujours dans le cas de la CEDEF, on dit que la femme, on parle des conditions, les meilleures conditions de vie des femmes rurales. Et on parle du courant, de l'eau et de l'électricité, voire même des moyens de transport. Si tu prends ta retraite aujourd'hui, il est difficile que la femme dise qu'elle rentre avec toi au village parce que déjà toutes les femmes ont des téléphones Android. Déjà, il y a les super les projections de télévision qui ne peuvent pas être captées au village comme soit c'est Novala ou comment vous appelez ça, quelque chose comme ça. Les femmes sont braquées sur ces émissions qu'on ne peut pas voir au village. La femme va te dire je ne peux pas aller au village. Surtout dans nos villages, presque dans l'Afrique, la majorité des villages, on ne peut pas trouver du goudron. Donc, du coup, et ça fait que quand on fait le tour de toutes ces analyses, vous aviez suivi le reportage tout de suite. Vous aviez analysé, suivi ce que la femme dit et demandé à une femme si elle a un fils qui est en mariage, demandez ce que son fils vit autour de sa belle-fille. Vous comprendrez qu'il y a toujours une bataille entre la belle-fille et la belle-mère. Donc les problèmes devraient être femme-femme. Mais on prend l'homme, on met au devant de la scène pour dire c'est l'homme qui violente les femmes. On devrait plutôt bâtir pour construire la femme, hein, en disant l'homme est là pour la femme. Très bien. On l'a compris, monsieur Eka. Et fort de ces arguments préliminaires que vous venez de développer, vous avez entrepris de participer au défilé à la parade du 8 mars. Hier, vous étiez sur le boulevard du 20 mai à Yaoundé. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher dans une affaire de femme? Vraiment, c'est une très grande question parce que je me souviens que le ministère de la promotion de la femme, on l'appelait d'abord ministère de la condition féminine. Je crois que c'était le meilleur nom. Mais aujourd'hui, on a dit ministère de la promotion de la femme et de la famille. Dans la famille, on retrouve l'homme. Et dans le partage, si on prend un gâteau qu'on divise en 4, ça veut dire que le fils, les enfants ont une part, la mère a une part qui est une femme, le père a une part. Et on reprend une autre part, on donne à la femme. Ça fait, vous voyez là-dedans qu'il y a la femme et la mère qui ont déjà 2 parts. Il y a une inégalité déjà dans le partage, dans les projets, dans les budgets même qu'on fait. Donc, vous estimez... Maintenant, je vais finir avec le défilé. Je vais finir avec le défilé. Qu'est-ce qui nous arrive hier, lorsque je parle de la promotion de la femme? Lorsqu'on parle de la promotion de la femme et de la famille, on devrait retrouver l'homme, comme madame le ministre l'a dit dans le discours. Hein? Comme le chef de l'État dit, on demande que l'homme participe. Je crois que c'était même marqué sur les habits. He4C, ça veut dire qu'on a même encore tout fait pour demander à l'homme de soutenir la femme, afin que la femme puisse avancer. Là, on se retrouve dans le boulevard pour dire, nous allons aussi montrer à notre mère Chantal Biya que nous pensons aussi aux femmes. Voilà la mission qui nous amène au boulevard. Mais le 8 mars, c'est pour les femmes, monsieur. Bien sûr, parce que c'est la promotion de la femme qui le fait. Les hommes doivent être à défiler. Hein, parce qu'il y a la famille dans la femme. Où est dans la place de l'homme dans la promotion de la femme et la famille? Voilà ce qui se passe, que nous sommes au boulevard pour le défilé. Vous étiez en tenue du 8 mars? Non, nécessairement, nous n'avions pas de tenue parce que la structure est encore jeune, mais nous nous sommes bâtis, nous nous sommes trouvés des t-shirts qui portaient
justement le truc. Les prochaines années, vous Voilà ce qui se les passe. tenues. Écoutez-nous, 8 mars. le 8 mars, nous sommes au boulevard. Une dame arrive, arborant le 8 mars, elle dit, maman a dit que vous ne devez pas passer devant notre mère Chantal Biya. Moi, je ne pense pas que cette nouvelle, alors qu'on a toutes les autorisations, nous sommes allés au ministère, on a eu tous les papiers du ministre de la promotion de la femme et de la directrice du défilé pour défiler, mais sur place, une dame se pointe, elle dit, maman n'a dit qu'elle ne veut pas vous voir. J'aimerais bien savoir quelle est cette maman. Si c'est Chantal Biya qui le dit, ce n'est pas, moi je ne pense pas que ce soit elle. Alors, ce sont les données qui nous serviront de fil d'Ariane, de fil conducteur durant toute cette deuxième partie. Et nous bénéficierons évidemment de l'analyse, de l'éclairage, de l'expertise de l'abbé Jean-Pierre Mukenge Chahi. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes prêtre. Vous, il faut le rappeler, de l'Église catholique. Oui. Vous êtes, vous gérez le secrétariat du cardinal Christian Toumi. Alors, comment vous réagissez aux propos du coordonnateur du Centre national de la promotion des droits des hommes battus? Non. Est-ce que Violence. des violences faites Des hommes violentés. Des hommes violentés, ok, bien. Ça me fait rire, excusez-moi, parce que quand on a eu à causer au téléphone, il m'avait dit qu'il y aura sur le plateau, oui, une association ou un organisme qui s'occupe des violences hommes. faites aux hommes. Oui, ça m'a un peu amusé. Mais après avoir ri, je me suis dit, il y a peut-être du sérieux là-dedans, parce que naturellement, quand on parle de violence, dans le couple, on pense beaucoup plus aux femmes qui sont victimes. Et jamais ou très rarement aux hommes qui sont victimes de mes violences. Alors je suis très heureux d'entendre maintenant, je vois le bien fondé de cette association. Il est normal que les droits de la femme violée, la femme violentée soient défendus. Autant il en faudrait pour qu'il y ait aussi les droits de la femme, de l'homme violenté par la femme, Absolument. qui soient aussi défendus. Donc, maintenant on va voir dans les détails, en plus de ce que notre frère vient de dire, de quoi il s'agit profondément. Très bien. Est-ce que c'est seulement à partir de quelques aperçus qu'il vient d'évoquer, ou bien il y a encore plus que ça qui a justifié le bien fondé de cette association? Ok. Bien. Madame Brigitte Moukoko, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes officier d'état civil. Vous êtes coordonnatrice de plusieurs associations qui mettent en avant la notion de la promotion de la femme. Alors, comment vous réagissez aux différents témoignages que vous avez reçus et écoutés ce soir? Je suis triste. Je suis triste. On va même dire que j'ai failli écraser une larme quand j'entendais ces messieurs parler. Déjà, je ne savais pas qu'il y avait une structure des violences faites aux femmes, aux hommes, parce qu'on a plus l'habitude de voir les femmes qui sont violentées. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'effectivement, c'est ce qui se passe sur le terrain, à écouter déjà les témoignages de ces personnes. Je suis profondément triste de voir comment les femmes arrivent à nous déshonorer, parce que c'est le terme que j'utilise. Surtout que je sais que l'homme a toujours été le chef de la famille. Et réduire l'homme à sa plus simple expression, parce que c'est comme cela que je dis, j'avoue que ça me donne froid au dos. J'ai cru entendre les raisons qui ont amené ces dames à agir comme ça. Pour le premier intervenant, je pense que la base est tout faussée. Mais ça pose un problème. Oui. Un problème de l'encadrement, de la formation des couples au mariage. Ouais, c'est très important. Donc il y a un déficit de votre part, puisque vous devez préparer les Oui, couples on va tout dans votre simplement. posture d'officier Oui, je suis d'état d'accord. civil. Moi, je prépare les couples qui viennent vers moi. Ok, je prépare les couples 2 mois avant, 1 mois avant qui viennent vers moi pour qu'on essaie de discuter. Et je parle de mon expérience parce qu'après 30 ans quand même avec mon époux, je pense que j'ai une expertise et que je peux dire quelque chose. Maintenant, quand on n'a pas devant soi des personnes qui souffrent comme ça, on ne peut même pas imaginer qu'il y a des hommes qui peuvent être battus ou qui peuvent être violentés par leurs épouses. Donc tout ce que j'ai vu ici, je me suis rendu compte qu'il y a déjà la base.
Quand tu as une mauvaise base dans un couple... C'est quoi une mauvaise base? Déjà des personnes qui ne se connaissent pas véritablement. Ils n'ont pas eu le temps de se connaître. C'est vrai également qu'on apprend à se connaître dans le mariage. Il y a également cette éducation qui part d'un monsieur qui aime beaucoup sa femme. C'est vrai que les hommes doivent beaucoup nous aimer, mais les hommes ne doivent pas beaucoup nous aimer au point où ils doivent devenir fous et accepter certaines choses parce qu'ils veulent être avec leurs épouses. Je vois que la dame n'a pas une bonne éducation parce que la plupart des problèmes qu'elle a dans le couple, ça je parle du premier intervenant, viennent surtout des conseils qu'elle a auprès de sa famille, qui ne la soutiennent vraiment pas dans cette histoire, dans cette belle aventure. Donc du coup, elle est faible en face de sa famille. Et je ne connais pas l'écart d'âge entre monsieur et madame, mais je me rends compte, si je vois bien, la dame doit être un peu plus jeune que monsieur, ou la dame a l'impression que monsieur doit continuellement la séduire. Donc du coup, monsieur qui pense que pour avoir une jeune dame, il faut le faire, il continue au point où il n'est plus aimé, parce que je ne suis pas d'accord que ce monsieur, il a interpellé la dame tout à l'heure devant nous, qu'il faut qu'elle revienne. Qu'elle revienne faire quoi? S'occuper de ses enfants. Non, elle ne pourra pas s'occuper de ses enfants parce que la dame est amoureuse de quelqu'un d'autre. Quand bien même elle sera là, non seulement les enfants vont souffrir, et le monsieur va encore plus souffrir parce qu'il continue à aimer son épouse. Il faut bien qu'il mette la croix sur cette histoire. C'est fini, c'est fini. Et les enfants? Mais les enfants vont grandir. Si leur maman était décédée. Mais venant d'un officier d'état civil, vous avez souvent recommandé aux couples qui viennent solliciter la légalisation de leur union de vivre ensemble pour le bien des enfants, pour l'équilibre. Je suis d'accord, mais pas au point que l'homme soit mis à ce niveau. Je dis rendu à sa plus simple expression. Qu'est-ce qui unit le couple? C'est l'amour. À partir du moment où il n'y a plus l'amour entre un couple, ça ne vaut pas la peine qu'ils soient ensemble. C'est pour cela, c'est à ce moment que moi, je n'interviens plus. Et maintenant, je laisse les avocats continuer le travail. Mais avant d'envoyer les avocats et les couples vers les avocats, je leur demande de dialoguer, je leur demande de communiquer. Je leur demande d'essayer encore d'avoir la force de se pardonner et de regarder dans la même direction. Ok. Maître Charlotte Diakounté, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate, inscrite au tableau de l'ordre des avocats du Cameroun. Alors vous militez pour la défense des droits des femmes. Ce soir, après tous ces récits, avez-vous le sentiment qu'il y a du grand amour pour les hommes? J'avoue que Madame le maire a dit l'essentiel, mais en ce qui me concerne, je sais qu'il y a quand même dans la société quelques braves dames qui se permettent de régler les comptes d'une multitude à leur manière. Donc c'est un peu ça que nos deux panélistes de tout à l'heure ont subi. Et même quand on parle de violence, quand je regarde à ce que les femmes subissent régulièrement, je dis, est-ce qu'on peut parler vraiment de violence? Moi, je ne crois pas, ça c'est tout simplement léger. Nos deux victimes de tout à l'heure ont, je vais dire quoi, eu le malheur de tomber sur des femmes légères. Parce que dans le premier cas, moi, je crois qu'il y a la moralité qui fait problème. C'est une qui est venue pour atteindre le but. Je crois qu'elle l'a atteint, elle a eu ce qu'elle voulait et aujourd'hui, elle préfère une autre posture, elle se sent mieux ailleurs. C'est de ça qu'il est question pour ma part. Donc pour vous, il ne s'agit pas d'un cas de violence? Non, Puisque le monsieur a été bastonné. Oui, bon, si la bastonnade se limitait la au dame cou, lui a tourné le les dos. femmes ne souffriraient pas autant. C'est pas la bastonnade la plus douloureuse pour les femmes. Je voulais dire la violence la plus douloureuse et la plus fréquente, c'est les violences morales. C'est de ça qu'on parle régulièrement. Mais là, il s'agit d'un cas de violence physique. Oui, à ce niveau-là, je suis d'accord qu'il a été violenté. Mais je ne sais pas si c'est la routine au niveau, en ce qui concerne les pleurs, les cris des dames qui m'amènent à minimiser ce que j'ai entendu. Je ne veux pas dire que c'est juste. Je ne dis pas que c'est normal. Mais comparativement à ce que nous traitons, honnêtement, je ne peux pas parler de violence. Il s'agit simplement de deux braves dames qui se sont donné la liberté de vivre à leur manière. Alors,
Maintenant, quant à la, vous appelez ça comité national... Centre camerounais de lutte contre les violences faites aux hommes. Centre national camerounais de lutte contre les violences faites aux hommes. Merci Eric de nous inviter. Je demandais à Madame le maire si elle était au courant de cette structure. Elle m'a dit non, moi aussi je découvre et je dis félicitations. Mais je voudrais revenir sur les propos de monsieur tout à l'heure, s'agissant de l'objectif que ceux qui se sont fixés. Je veux dire que les problèmes des femmes ne vont jamais se résoudre sans les hommes. Et pendant mes interventions un peu partout, à l'occasion de cette 32e célébration, il y a un homme qui a dit, maître, je vous ai parfaitement compris et je crois que vous avez tort de vous concentrer sur les femmes. La solution, c'est les hommes. Si les hommes sont éduqués sur les cris des femmes, je crois que les choses seront résolues. Et tout de même, si les hommes, si les femmes, certaines femmes sont éduquées, elles ne poseront pas n'importe quel acte. Mais vraiment, si c'est par rapport à ça que vous parlez de violence, je crois que ça ne devrait pas attirer l'attention de beaucoup. Alors, monsieur l'abbé, sur la question, la violence faite aux hommes est-elle une question réelle? Je me dis c'est une question, violence égale violence, hein, qu'elle soit d'abord physique, qu'elle soit psychologique ou morale ou spirituelle, violence égale violence. Maintenant il y a des degrés, je crois Maître vient de nous aider un peu à essayer de comprendre tout cela dans une espèce d'échelle des valeurs. Mais nul ne peut admettre qu'il y ait violence. Mais il faut reconnaître, et là je suis parfaitement d'accord avec elle, autant on ne peut pas résoudre les problèmes de violence contre la femme ou envers la femme sans résoudre les problèmes de violence envers l'homme. Et si on doit résoudre les deux, l'humanité est faite des deux, il faudrait bien qu'on en tienne compte de part et d'autre. Mais maintenant, quand nous parlons de violence, en général, on pense beaucoup plus à la femme qui est victime. Et Dieu sait que 99,81%, c'est toujours la femme qui est victime. On pense à quel genre de violence? La violence physique. Et puis, la violence sexuelle. Nous parlons des femmes violées, mais il y a aussi des garçons violés ou des hommes violés. Dernièrement, vous avez eu en France une histoire de policiers avec une matraque dans l'anus d'un individu. Bon, ça, c'est une histoire qui relève de la brutalité, du racisme, etc. Mais la majorité des cas, c'est d'abord les femmes. Mais maintenant que nous entendions qu'il y a un comité camerounais de lutte contre la violence contre les hommes, je me dis, ils ont aussi droit et raison d'exister. Maintenant, il faut voir sur quelle espèce ou genre de violence ils basent leur action. Je doute fort que c'est la violence physique. Monsieur Salah, qui était assis là où je suis, ou enfin là où Maître est assise, eh bien, lui, il a subi la violence en coaction son épouse, qu'il continue à aimer, je suppose, je ne sais pas ce que j'ai d'amour, ma c'est clair. Avec ses enfants, des connivences, ils sont venus les tabasser. Je vous raconte une petite anecdote, mais réelle. Quand j'étais jeune, encore à l'école primaire, nous avions un voisin qui était marié à une femme d'affaires, qui allait en Zambie, en Tanzanie, qui courait partout, et qui revenait avec beaucoup d'argent. Mais lui, il avait un petit boulot qui ne lui rapportait pas grand-chose. Mais qu'est-ce qu'il passait? Il passait son temps à boire, à s'amuser. Sans doute qu'il avait des maîtresses. Et sa femme s'arrangeait toujours pour les fouetter quand il était sous. Donc, elle allait chercher sa soeur, qui n'habitait pas loin. Elle appelait sa soeur, attendant que l'homme revienne pinter, l'attacher au pied du lit et tabasser les messieurs, physiquement. Il hurlait, et nous nous moquions de notre copain de l'école, et son enfant, qui est devenu, je ne cite pas son nom, un grand gardien de l'équipe nationale de la RDC, enfin l'ex-Zaïre à l'époque, eh bien, il est devenu un grand gardien, mais sa mère et son père étaient tabassés souvent par sa mère, avec le renfort de sa tante, enfin sa soeur, qui venait tabasser. C'était le seul homme de ma jeunesse que j'ai connu comme un homme battu par une femme, parce que c'est inimaginable qu'un homme soit battu. Ça existe, mais maintenant, les formes de violence qui existent envers l'homme, Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Violence morale, physique, psychologique, spirituelle, le chantage. Vous savez, en écoutant ce qui s'est passé
avec nos deux intervenants. Je ne parle pas du cas de Victoire qui est allé en renfort à son père pour l'aider à... Oui. Mais au moins les deux cas, je me dis, il aurait été intéressant d'écouter les épouses aussi, les femmes. Parce que là, nous avons la vie des hommes qui sont victimes et celui qui a parlé le premier a raison. Il aurait été intéressant de les écouter, mais je crois que ce qu'ils ont dit, on doit s'incliner devant ça. Mais je voudrais signaler quelque chose. Quand ils parlent de la violence qu'ils ont subie dans leur couple, est-ce qu'au départ de leur union, y a-t-il eu, j'ai rebondi sur ce que madame a dit, y a-t-il eu préparation? Ou bien j'avais besoin d'une femme et puis je tombe là et puis notre ami de Garoua, il était en déplacement, il est tombé sur... il avait besoin d'une femme à côté, et puis il s'est fait exploiter, etc. Et quelque part aussi, je m'excuse maintenant, peut-être vous avez dit pas je suis chrétien, prêtre, je pose une question qui peut peut-être gêner ou blesser les hommes qui me ressemblent ou qui ne me ressemblent pas. Mais pour dire, mais qu'est-ce que ta femme n'a pas que tu vas chercher ailleurs? C'est la question que je pose à tous les hommes. Qu'est-ce que ta femme n'a pas que tu vas chercher ailleurs? Bon, dans l'islam, il y a la polygamie. Chez les chrétiens, il y a aussi officiellement la polygamie. Au Cameroun, c'est permis officiellement. Mais qu'est-ce que ta femme n'a pas que tu vas chercher ailleurs? Eh bien, quand on se trouve dans ces situations-là, parce qu'on a voulu avoir quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais pour qu'il y ait quand même... eh bien, c'est risqué. Très bien. Mais alors, monsieur Eka Owona Gabriel, pardon, dites-nous comment défaire la dimension folklorique qui semble encadrer votre démarche. On a le sentiment, à écouter vos vis-à-vis sur ce plateau, que dans votre démarche, les questions de fond ne sont pas abordées. Quels sont les types de violences faites aux femmes, aux hommes, et qui sous-tendent véritablement votre action? Les violences, quand on entend parler de violences habituellement, c'est des violences physiques. On regarde les bastonnades des femmes. Beaucoup plus, on regarde les larmes qui coulent. C'est de ça, d'abord, qui fait la une des journaux et tout ce qui se dit. Ils ont déjà évoqué certaines violences. Je parle par exemple d'une violence psychologique. Hein? Il y a des violences sexuelles. Il y a des violences morales. Il y a... Qui se manifestent comment? Bon, vous savez pourquoi les hommes sont pleins dans les bars? Imaginez-vous un peu, à partir de 16h30 jusqu'à 22h. Dites-nous. Les hommes sont pleins dans les bars parce que dans la maison, il n'y a pas moyen de respirer. À peine à cause des femmes. Le bavardage toute la soirée quand tu entres. Elle est à l'aise lorsqu'elle est seule. Mais dès que tu entres, elle casse la casserole à gauche, elle tape l'enfant à droite. Et en ce moment-là, toi, tu veux te reposer. Tu voudrais voir ta femme t'accueillir. Hein? Comme les premiers jours. Ça veut dire quoi? Lorsque tu rencontres la femme, aujourd'hui, chérie, comment tu as bougé? Alors, comment était la journée? Mais dès que tu lui mets l'alliance, c'est fini. C'est déjà comme si elle était opposée à ta vie alors que vous aviez négocié vivre ensemble. C'est une bataille qui commence au salon et les gens sont obligés de partir. Ça occasionne directement le simple fait que la femme te violente verbalement. Provoque même déjà beaucoup de choses. Au niveau du lit, vous ne pouvez pas avoir l'acte qui vous permet d'être... Parce que quand l'homme drague une femme, vous voyez, habituellement, ce n'est pas moi qui l'apprends aux gens, il y a d'abord que l'homme cherche le sexe de la femme. Et après ça, ils peuvent parler, comme l'a dit mon père, il n'y a pas assez d'éducation. Parce que le sexe ne devrait pas être l'objet d'une union entre l'homme et la femme. Mais c'est ça qu'on met d'abord en valeur. Maintenant, à un certain moment, la femme utilise ce sexe pour faire le chantage à l'homme. Si ça met plusieurs mois, cet homme n'est plus capable d'être en turgescence face à cette femme. Ce n'est plus possible parce que la femme devient ta sœur. Il arrive des fois, parmi toutes les plaintes qu'on a reçues, il y en a des milliers. La femme est devant toi le matin, peut-être si elle veut aller au marché, elle se lave, elle est devant toi, elle se oint et tout ça là.
Si tu as le temps juste d'admirer ta femme, et puis elle s'en va au lit, tu n'as pas de chance. Et les gens attrapent la faiblesse sexuelle dans ce genre d'acte. Et c'est ce qui fait que lorsque le prêtre demande qu'est-ce que les hommes cherchent dehors, je vais lui répondre en disant c'est ce qu'ils n'ont pas dedans qu'ils recherchent dehors. Hein? Les femmes, bien sûr, les femmes s'amusent à ne pas offrir, à ne pas satisfaire leurs hommes, mais avoir beaucoup plus d'exigences. Si on pouvait filmer ce qui se passe dans les chambres, je crois que personne ne s'en sortirait. Et je me plains même contre les femmes, les hommes, parce que la honte fait en sorte qu'ils meurent plus d'AVC. Et essayez d'évaluer le nombre d'AVC qu'on a. Essayez d'évaluer combien l'État finance pour envoyer nos compatriotes à l'extérieur de cette maladie. Mais c'est une violence. Combien de femmes sont parties? Vous pouvez nous dire combien de femmes meurent d'AVC pour des violences de ce type? Les hommes ont honte. Je ne sais pas pourquoi. C'est pour ça que nous nous engageons. En plus de ça, il y a cette histoire, comme madame est là, de la monogamie. Mais c'est une aberration. On devrait radier ça des textes du Cameroun et d'Afrique. Oui, l'homme doit être libre de prendre une femme, d'en ajouter 2 s'il a des moyens, d'aller à 3 s'il a encore plus de moyens. Imaginez le milliardaire de ce pays. Quand un milliardaire a une seule femme, qu'est-ce que la femme fait avec tout cet argent? Mais ça peut nourrir plusieurs familles. On ne devrait plus trouver les enfants dans les rues. Hein? Dans les rues, ces enfants sont faits par ces milliardaires qui font des enfants avec des filles libres et les abandonnent parce qu'après on lui dit non, je ne veux pas que madame soit au courant qu'il y a un enfant. Voilà des choses qui font que lorsqu'on parle d'éducation, on oublie le volet. Regardez au niveau de Yaoundé, Douala, l'avenue Kennedy, il n'y a que des garçons qui tournent autour, des jeunes garçons. Et qui s'en occupe? Il n'y a pas de jeunes filles là-bas. Des filles, il n'y en a pas. Ça, c'est une violence qu'on fait aux garçons. Pourquoi on abandonne les enfants en train de fumer, de fumer la colle toute la journée, tout le long de l'avenue? Ça, c'est des violences. Okay. Il y a encore ce que j'appelle le copinage. C'est des choses qui devraient disparaître si on avait instauré définitivement la polygamie comme c'est inscrit dans le... Mais je crois qu'au Cameroun, c'est... Non, je dis qu'on annule l'acte qui avait été signé, comment on appelle ça? De la monogamie. De la monogamie, pour que l'homme soit libre de prendre une femme. Parce que quand tu es bloqué par rapport aux difficultés que les gens ont là, après avoir signé la polygamie, la monogamie, tu ne peux plus prendre une femme. Tu ne peux plus prendre une femme, alors que tu devrais être libre. Si la femme veut partir, elle part. Si elle veut le divorce, tu ordonnes. Mais si elle ne veut pas, elle peut s'en aller et tu prends calmement une femme qui devient ton épouse au lieu d'attendre des années de divorce. Et vous savez ce que ça fait au tribunal. Madame? Ouais. Ok, moi je reviens surtout sur ce que monsieur a dit par rapport au pourcentage des hommes à partir de 16h30 qui sont en route pour boire. Comme je vous l'ai dit au départ, tout est question de la base d'un couple. Vous pensez que quand il y a de l'amour dans un couple, monsieur peut rentrer chez lui à 16h30 et croire qu'il y a trop de bruit et tout cela. Mais quand il trouve même qu'il y a trop de bruit, c'est parce qu'il n'aime plus. Il n'aime plus, tous les nerfs. Mais pas forcément. Tous les nerfs. Parce que la femme embête. Non, la femme embête pourquoi? Généralement, la femme n'embête pas parce que la femme voudrait être rassurée. Quand une femme se sent aimée, elle devient même, à la limite même, idiote. Mais M. Tchala aimait son épouse. M. Tchala, ça c'est un cas isolé. Moi, je voudrais pas parler de cas isolés. Hein. Quelle est la base? Je voudrais parler, il n'y a pas de base. Quelle est la base de cette relation, tout est question de base. Si je prends le premier intervenant, M. Tchala, je prends maintenant, je tombe sur le deuxième intervenant, M. Saïd. Mais qu'est-ce qui a poussé M. Saïd à prendre une femme qu'il ne connaît pas? Déjà, on s'est retrouvé devant un monsieur qui est faible. Qui est faible devant une personne qu'il ne connaît pas. Et maintenant, qui commence donc à subir tout ce que la femme, tout ce que la femme fait. Ok, maintenant, je prends le désespoir. Maintenant, je parle d'un cas général. Je ne parle pas des cas isolés que nous venons d'entendre. Parce qu'il faut déjà qu'on ait le pourcentage, peut-être la prochaine émission pour voir le nombre de personnes, de femmes, des hommes violentés par les femmes. Mais je prends dans un cas isolé, dans un cas généralisé. Quand vous voyez une femme poser la main sur un homme, ça signifie déjà un mal-être.
Ça a suivi le poids de frustration, l'addition de toutes ces frustrations. Le non-dialogue dans un couple. Parce que quand la femme n'en peut plus, elle fait un geste, ce geste-là. Mais est-ce que vous reconnaissez au moins que les hommes sont victimes de violences? Un peu. Que les femmes violentes? Non, un peu, pas beaucoup, hein, pas beaucoup, parce que pas beaucoup au point où il y a une structure de ce genre. Maintenant, que je ne peux que me fier à ce que monsieur dit parce qu'il y a cette structure, ça veut dire également qu'il y a des hommes qui sont violentés. Mais le pourcentage des hommes violentés n'atteint pas le pourcentage des femmes violentées. Et quand la femme arrive à ce niveau-là, quand la femme arrive au niveau de violenter son épouse, je ne parle pas encore des cas isolés, c'est parce qu'elle en a marre. La femme subit énormément de frustration. L'abbé, vous voulez réagir à la suite de... Oui, effectivement, si je comprends bien, une des raisons du bien fondé de votre association ou conseil, c'est que si vraiment on réussissait à abolir officiellement la monogamie qui est reconnue comme un régime ou système matrimonial au Cameroun, je crois. On parle des régimes et des systèmes, je crois. Système. Eh bien, donc, si on abolissait la monogamie et on faisait la promotion de la polygamie, on diminuerait... Je me dis, c'est... Voilà. Toutes les souffrances, je ne peux pas le dire. Mais au Cameroun, je sais pertinemment qu'au Cameroun, les deux systèmes sont permis. Monogamie et polygamie. Donc, si jusqu'à présent, ce n'est pas résolu, ce n'est pas en abolissant la monogamie qu'on va résoudre ce problème. Moi, je suis reconnaissant envers votre conseil, votre association. Je me dis, il faut bien qu'il y ait un conseil comme ça pour défendre. Il y a des hommes qui souffrent en silence. Je suis prêtre, je sais de quoi je parle. Il y a des hommes qui souffrent physiquement aussi, mais en silence parce qu'ils ont honte d'aller dire que ma femme m'a battu. Vous ne direz jamais à quelqu'un, ma femme m'a battu. Parce que tout le monde va se dire, mais vous êtes quel genre d'homme? Vous êtes quel genre de Camerounais? Mais il y en a beaucoup. Et il est normal qu'on entende aussi cette voix-là. La minorité silencieuse. Mais si on doit partir du fait que ces hommes ne sont pas satisfaits chez eux à la maison, c'est pourquoi ils sont dehors, et si jamais ils avaient plusieurs femmes, il serait mieux. Je peux vous dire, il y a un adage africain qui dit le mari de beaucoup de femmes dort toujours affamé. Et un autre adage dit, c'est africain aussi, épouse plusieurs femmes et meurt vite. C'est clair. Vous parlez des AVC, et vous vous demandez pourquoi les femmes en font moins que les hommes. Parce que les femmes, nous ne connaissons pas souvent leur psychologie. Elles sont terre à terre. Nous, s'il faut faire le championnat de lever le coude, pourquoi on trouvera... Non, mais je dis, si on fait le championnat, on fait les statistiques, les hommes boivent beaucoup plus. Pourquoi? Si on fait le championnat du tabac, les hommes fument plus. Pourquoi? Si on fait le championnat ce n'est pas parce que leur femme a fait ça. La question, c'est pourquoi? Je ne fais pas. Je réponds pourquoi les hommes le font. Uh-huh. Parce que l'homme est beaucoup plus extérieur. Il a instinctivement en lui cette tendance de croire que tout lui est permis. Il peut se permettre tout là où la femme ne peut pas. Un exemple simple, c'est ce que vous avez évoqué. Je ne suis pas contre votre association, écoutez-moi bien. Je suis en train de vous dire, vous dites, à 16h, les hommes sont au bistrot. Je réponds, je suis en train de répondre à la question, Eric. Mais combien de femmes sont aussi au bistrot? Et s'il y en avait autant au bistrot, qu'est-ce qu'on dirait? Les hommes se croient tout permis. C'est pourquoi ils prennent les risques d'avoir une vie qui les expose aux AVC. Parce qu'ils sont trépidants, ils bougent, etc. Les femmes en ont moins parce qu'ils sont terre à terre. Ce qui console la femme à la maison, ce n'est pas ce qui rassure. La femme subit le bruit des enfants du matin au soir. La femme subit les tâches ménagères du matin au soir. L'homme vient, il écoute un gamin qui crie, un autre qui hurle, il va au bistrot. Si la femme en faisait autant. Donc j'ai dit, la violence, reconnaissons, elle reste toujours
la palme d'or de la violence, c'est toujours la femme qui l'a. La médaille d'or de la violence, c'est toujours la femme qui l'a. Pour la simple raison que nous, vous voyez, un petit bruit, nous fuyons, nous allons chercher une deuxième, troisième qui va nous rassurer. Très bien. Donc, je crois avoir déjà répondu pour dire, je suis parfaitement d'accord et moi, je serai peut-être membre de cette association. Ou aumônier. Mais il faudrait bien quand même que nous revenions à la réalité. Si c'est fait pour augmenter encore la violence contre la violence, pour entretenir la légèreté, je me dis, ça ne résout rien. Bien, n'ayons pas le sentiment qu'il s'agit d'un acharnement à votre égard, monsieur Eka, mais disposez-vous des évidences épistémologiques, des données scientifiques pour illustrer vos propos? Quels sont les chiffres que vous avez et quelle a été la démarche qui a encadré l'enquête scientifique que vous avez menée sur les cas de violence faites aux hommes? Je vais à près de 5 ans actuellement que nous faisons ce qu'on appelle un sondage. Lorsque mon père donne ce genre de déclaration d'une manière légère, je me dis qu'il y a encore beaucoup à faire. Parce que dans tous les domiciles, vous verrez, je prends le cas de l'Ouest ici, j'y étais pour quelques jours, juste pour ce sondage. Vous vous imaginez que un père a 4 enfants, parmi les 4, 3 filles. Il veut que ses enfants aillent à l'école. Un matin, la première à 23 ans, amène un homme et rencontre la mère à la cuisine pour dire « je voudrais épouser la fille » comme ça se passe là-bas. La fille va rencontrer, la mère rencontre le père le soir comme d'habitude. Le père lui dit « je veux que mes enfants fréquentent ». La mère n'est pas contente. Elle prend quand même ce que le beau-fils a donné. Il s'en va, mais elle est dessus. Quand le deuxième homme revient pour la deuxième fille, le père répond pour la deuxième fois qu'il veut que ses enfants fréquentent. La mère est allée voir sa maman, hein, c'est-à-dire la belle-mère du type, lui a posé le problème. La maman a dit, mais ton mari, il ne veut pas qu'on mange. Il a donné à sa fille une poudre pour mettre dans le repas de sa maman, de son mari. Le type est tombé malade. Il a fait plus de 4 ans de maladie. On fouillait partout, on ne voyait pas ce que c'était. À quelques semaines de sa mort, il a réuni sa famille. Il leur a dit, je vais mourir, mais je sais qui a fait ça. Cette personne va me suivre. Hein? Il est décédé. Quelque temps après, la maman, sa femme a commencé la maladie. Avant de mourir, les enfants ont tout fait. Avant de mourir, il appelle ses enfants, elle appelle les enfants pour leur dire, je vais me confesser auprès de vous. Votre père est mort, c'est moi qui ai fait ceci, et ça a été donné par ma maman. Les enfants ont refait le deuil de leur papa, et ils sont partis, ils ont abandonné leur maman mourir dans la famille de la maman. Quand vous prenez tous les décès des hommes avec légèreté, alors que vous êtes un homme de Dieu, j'ai vraiment... Ils sont combien qui meurent? Regardez rien que pendant une séance je ne sais, de balade dans les rues. Vous verrez que le nombre de veuves et de veufs, ils sont combien? Ces veuves-là, il y a cette prolifération de richesses qui fait que les hommes ne mettent plus long. Hein? La femme vient vers vous, c'est le cas du premier cas, le témoignage de l'autre, où le type investit sur la femme, et c'est récurrent dans tous les cas. On investit sur la femme, quand la femme a déjà des moyens, elle trouve que ce n'est pas ta qualité de personne. J'étais encore tout petit, à l'université de Yaoundé, c'était encore Yaoundé 1. Un monsieur s'est occupé d'une femme et avec sa machine à coudre. Pendant des années, je crois qu'il était aussi nordiste, pendant des années, il a obtenu la licence. Le jour que la fille voulait se marier, elle est venue rencontrer le monsieur pour lui dire, avec tout le respect que je te dois, je te remercie de tout ce que tu as fait pour moi. Bon, je voudrais t'annoncer que je vais me marier. Le type avait été obligé de lui dire, attends-moi un peu, il est allé acheter l'essence, il a brûlé toute la maison, y compris la femme et lui. Ils se sont brûlés dans la maison. Quand des hommes, je dis les hommes masculins, passent le temps à mourir de gauche à droite, vous estimez que c'est un pourcentage bas. Ça veut dire que l'être humain est devenu quoi? Même les animaux, on protège les animaux, mais l'homme n'est pas protégé. Il n'y a que la femme et la fille. Je vous ai cité le cas des enfants de la rue au niveau de Yaoundé. Vous verrez qu'à la poste centrale et à l'avenue Kennedy, il n'y a que les garçons. Quand vous estimez qu'il n'y a pas de violence, vous parlez de violence physique,
La physique. Il y en a combien qui pleurent actuellement dans notre pays, je ne parle pas en Afrique, dans notre pays qui a tellement évolué parce que le chef de l'État a mis beaucoup. Il a mis du paquet pour que les gens aient au moins une certaine mentalité du droit dans leur tête. Combien de femmes pleurent actuellement pour les bastonnades? Et puis j'ai une question à poser aux hommes de droit. Quand vous voyez au niveau de la justice, lorsqu'on trouve une femme avec un œil poché, on dit qui a tapé le premier? Mais c'est une erreur fatale. Ça veut dire que on devrait considérer le problème de l'homme et la femme comme les accidents de voiture. Lorsque une voiture percute un homme, on demande à une voiture d'amener l'homme d'abord à l'hôpital. On le soigne et on vient voir quelles sont les causes qui ont permis en sorte que l'autre puisse faire quoi à l'autre. C'est comme ça que la relation homme-femme devrait être. Et l'association de lutte contre, le Centre camerounais de lutte contre les violences faites aux femmes, aux hommes plutôt, est là pour remettre de l'ordre, pour que notre communauté soit non violente. Parce que si on continue de propulser la femme au niveau où nous sommes là, on parle de 50-50, la femme on l'a faite seulement avec une seule côte. Vous lisez mieux la Bible que moi. Une seule côte et le corps humain a combien? 208 os. Une seule os sur 207 os. Aujourd'hui, on ne trouve pas les femmes dans les meurtres qui se passent chez Boko Haram. On ne trouve pas les femmes dans certains travaux. Mais quand vous dites que la femme l'homme n'a pas droit à une sécurité avec tout ce qui se passe là, vous croyez que c'est normal? Très bien, hein? On l'a compris. Maître Tchakounté, vous réagissez très rapidement. C'est vraiment difficile pour moi. Je n'ai pas fait d'émission aussi gênante que celle-ci. Vous voyez, je suis vraiment mal en point parce que j'ai l'impression d'avoir en face de moi ce prototype d'homme que j'ai souvent trouvé appelé la source des malheurs de la société, pas de la femme seulement. Parce que là, j'ai l'impression que j'ai en face de moi cette boule que j'appelle toujours la mentalité villageoise africaine. C'est un peu ça qui est entretenu dans le cadre de cette structure. Parce que je ne vous insulte pas, c'est un terme que j'utilise, c'est une expression qui revient régulièrement dans toutes mes interventions. Parce que vous voyez, pour vous, la solution de la société consiste pour l'homme à passer d'une femme à une autre. Dès lors qu'elle cesse, laissez-moi finir, quand elle ne peut pas se soumettre aux exigences, abusives ou non, de son partenaire, on la met de côté et on va vers une autre. Au lieu de résoudre le problème, quand la femme ne fait pas son travail, c'est parce qu'il y a un problème. Quand elle peut faire ce que vous appelez chantage sexuel, c'est parce qu'il y a un problème. Et l'homme normal devait chercher à résoudre le problème au lieu de fixer le regard vers une autre qui plus tard sera victime de la même légèreté. Je dis, c'est choquant. Vous parlez de quoi? Vous dites que les hommes ont les AVC, ils vont avoir même les AVZ. Vous comprenez? Ils vont avoir même les AVZ. Je veux dire qu'ils vont continuer de mourir davantage s'ils ne se ressaisissent pas pour régler le problème. Parce que quand il y a problème, il faut chercher la solution. Il faut chercher la solution. La femme n'est pas différente de l'autre. Mon père a demandé tout à l'heure ce que l'homme cherche dehors. Le problème que Marie te crée aujourd'hui, c'est le même que Chantal va te créer demain. D'où sort-il que vous croyez que vous pouvez causer des problèmes à la maison et aller vous installer au bar pour boire la 33 et on a maniang, hein? Voilà, parce que les brasseries, vous êtes là-dedans. Est-ce que c'est ça la solution? Les bruits que vous subissez au bar sont plus graves que ceux que vous subissez à la maison. Mais si c'est ça la finalité de votre association, j'ai bien peur. Vous êtes en train de garantir l'instabilité sociale. Et n'oubliez pas que la famille est la base de la société. Je vais réagir, attendez, je vais réagir. Je ne suis pas en train de légitimer quoi que ce soit. Monsieur, laissez-moi finir. Vous avez parlé sans être gêné. Permettez-moi d'aller jusqu'au bout de ma pensée. Laissez-moi parler. Vous comprenez? Donc, j'ai l'impression que votre association a pour but de favoriser ce que j'appelle le vagabondage sexuel. Parce que c'est ça, c'est le terme que vous n'arrivez pas à dire. Et je dis, vous avez tantôt parlé d'investir sur la femme. Est-ce qu'on investit sur n'importe quelle femme? On n'appelle pas n'importe qui femme. Quand vous prenez une, même si elle n'est qu'une amie,
vous ne choisissez pas d'investir sur elle pour rien. En contrepartie, vous avez quelque chose. Parfois, j'ai demandé au tribunal, est-ce que vous pouvez me dire le nombre d'actes sexuels que vous avez posés? Vous pouvez évaluer ça en argent, vous ne le faites pas pour rien. Et pourquoi vous croyez que parce que vous avez investi, pourquoi vous croyez que vous avez investi, elle va se mettre à genoux, elle va se soumettre, elle reste une personne à part entière. Et vous avez tantôt dit qu'on est en train de propulser la femme à un niveau. Non, ce n'est pas vrai, monsieur. Vous n'avez peut-être pas compris le but de la célébration de la journée réservée à la lutte pour les droits de la femme. On ne la propulse pas. Le but de cette célébration, c'est de rétablir la femme là où elle a toujours été, à sa place, sa position qui a été donnée par Dieu. Il s'agit de rétablir un ordre qui a été rompu par les abus entretenus de part et d'autre par les hommes. Très bien. Voilà. Non, je ne peux pas laisser moi réagir. Le problème, elle a fini par un terme. Elle dit rétablir la position de la femme donnée par Dieu. J'ai un homme de Dieu en face. Est-ce que nous, on a souvent l'habitude de demander s'il faut réécrire la Bible? Est-ce qu'il y avait les conventions quand on écrivait la Bible? La Bible n'a aucun problème. Mais comment vous pouvez dire ça? On a fait des conventions qui bloquent, au lieu de permettre à l'homme et à la femme d'être en paix dans la société. C'est plutôt l'homme qui est victime d'une très forte violence. Tout ce qui est fait dans les articles 14, 15 et quoi là. Les hommes malades qui sont victimes. L'homme normal n'a aucun problème. Je parle des blocages qu'on trouve dans les conventions tenant compte de l'homme. Les conventions sont parfaites. C'est vous qui trouvez l'esprit en tant que juriste. Nous, dans la société civile, on ne gère pas. Nous ne venons pas refaire. Vous êtes là pour interpréter. Je suis de la société civile. Vous êtes là pour interpréter le droit qui a déjà été bâti. Nous constatons les erreurs que la société vit. C'est-à-dire tout ce que la société vit en mal. Nous constatons pour pouvoir exposer ça. Vous interprétez les lois qui sont déjà établies et c'est ce qui vous permet de trancher de faire vos débats. Moi, je dis, tout ce que vous aviez dit là, c'est juste pour animer la galerie. J'ai pris un cas. Il y a une galerie ici. J'ai pris un cas. Je vous ai dit, le 8 mars n'est pas indexé. Je dis qu'il faut permettre à l'homme et à la femme d'évoluer. Il fallait plutôt faire des lois qui permettent une seule loi pour les deux. Au lieu de faire des lois pour les femmes et des lois pour les filles. Jusque-là, on n'a jamais trouvé une base de loi pour les hommes. Mais ils n'en ont pas besoin, monsieur. Les lois sont là. Mais pourquoi on ne respecte pas ces lois pour les hommes? Vous n'avez rien compris à la célébration. Permettez-moi de vous aider. Ce n'est pas par rapport à la célébration. Je voudrais vous aider, monsieur. Madame, écoutez-moi. Vous ne comprenez pas. Vous allez plutôt permettre aux auditeurs de penser qu'on a un problème avec la célébration. Vous ne comprenez rien. Il s'agit de rétablir l'équilibre. Vous parlez de la Bible. Or, l'homme est le chef de famille et le chef de la femme. Il faut que la femme reconnaisse ça tout au moins. Aujourd'hui, ça reste vrai si l'homme marche selon Dieu, que l'auteur de ce passage. Si l'homme marche selon Dieu, si l'homme est malade mental, la femme ne va pas le suivre. Est-ce qu'on est d'accord que son autorité chute? Est-ce qu'on est d'accord que la femme, quand vous parlez de dialogue, le mot dialogue pour la femme, c'est les conditions. On conditionne l'homme par rapport au mot dialogue. Or, l'entretien dès le début de la relation veut que tous les deux soient satisfaits. Le dialogue de la femme, c'est que quand tu vois, je ne veux plus que tu regardes telle femme. Je ne veux plus. Or, ça devait être sportif. Maintenant, les problèmes que vous révélez, venez sur le terrain et venez avec nous. On va vous faire comprendre que votre frère souffre autour de votre belle-sœur. Ce n'est que ça que vous voulez entendre. Et s'il mérite la souffrance, qu'il souffre. Alors, s'il mérite la souffrance, l'homme mérite d'être sacrifié. Qu'il souffre, oui. Mais ce n'est pas logique. Mais vous ne pouvez pas chercher la souffrance et vivre le bonheur, c'est pas possible. Pas du tout. Si l'homme se retire, c'est parce que l'homme aime. Monsieur. Écoutez-moi bien. L'homme aime profondément la femme. Et légèrement. Pas du tout. Parce que vous parlez d'investissement. Quand on investit sur la femme, c'est pour que les deux puissent vivre. Et on ne fait pour rien. Pourquoi? C'est pas pour le sexe. Pour rien. Elle investit alors pour vous. Non, pas du tout. C'est pas pour passer. Pas du tout. Quand vous revenez, vous coûtez sur un bien blessé, c'est gratuit. Madame. C'est gratuit. Quand vous venez à votre âge dire que l'homme doit compter le nombre de fois que l'homme a sexé,
Mais c'est déplorable parce que nous... Non, pas du tout. On a bien dit. Pourquoi? Parce que les lois qu'on a montées pour les femmes sont excessivement violentes. On monte les lois pour les femmes parce qu'il y a déjà les lois pour les deux. Malheureusement, ces lois ne s'appliquent pas en ce qui concerne la femme. Vous ne comprenez pas. Madame, je dis c'est les hommes de loi qui doivent faire appliquer la loi. Et on doit toujours faire une seule loi. Vous savez ce qui se passe? Ma première mission, c'est vous faire comprendre le but. Vous ne pouvez pas vous ne comprendre parce que comprenez pas. je dois vous dire, vous êtes borné sur un canevas de droit qui vous est imposé. Moi, je reviens maintenant. Je ne peux pas l'accepter. Moi, je voudrais prendre la parole aussi. C'est dommage. Je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas. Je voudrais prendre la parole. Moi, je voudrais prendre la parole parce que si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour qu'on se rende compte qu'il y a également des hommes qui sont violentés. C'est vrai. Alors, je reviens. C'est vrai. Voilà. Je suis en train de dire que si nous sommes sur ce plateau ce soir, c'est surtout pour parler des violences faites aux hommes. Que nous autres, moi par exemple, je ne connais pas le pourcentage. Parce que c'est que le pourcentage en termes est toujours plus élevé chez la femme. Et tu ne cautionnes pas non plus. Je ne cautionne pas ce qui est dit. Je ne cautionne pas. Quand vous passez le temps à interrompre, ça fait qu'on passe on perd le film de ce qu'on est en train de dire. Parce que quand vous parlez, on ne dit rien. Mais je n'ai pas fini, Eric. Oui, allez-y. Je n'ai pas fini parce qu'il n'arrête pas de nous interrompre. Je dis que c'est toujours une question d'éducation. Nous partons de cette base d'éducation. Autant certaines femmes n'ont pas été éduquées, autant certains hommes ne sont pas éduqués. C'est ce que le comprendre. Mais là, je reviens sur la sexualité quand monsieur dit que souvent la femme tourne le dos. Mais pourquoi la femme tourne le dos? La femme, c'est pas l'interrupteur. Que quand tu finis de faire, tu montes, tu descends et tout cela, que dit tu reviens. Que dit la loi sur cet aspect? Ben oui, oui. Non, répondez à la question. Que dit la loi? Moi, je l'ai vu célébrer. Hein. Elle prêche, elle enseigne la loi. Oui, que dit la loi? S'agissant de quoi? Ces femmes les époux se doivent amour, fidélité. On parle de sexe. Le sexe, vous voulez qu'on parle de sexe, mais ce que la loi dit, c'est que les époux s'appartiennent l'un et l'autre et c'est conforme à la Bible. Mais est-ce que c'est pour autant que l'autre doit devenir un objet sexuel entre les hommes? Je vous donne un petit exemple. Imaginez, c'est un exemple que je prends régulièrement. Vous voyez, attendez, je prends l'exemple d'un couple qui passe sa nuit. Le matin, il y a des petits problèmes. L'homme sort, il s'en va. Maître Tchakounté, c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais alors, il la me loi parle sur ces femmes qui suivent leurs épouses. Elles n'ont pas le droit. Mais parce que vous m'avez tout la loi est claire. Je n'ai jamais dit que la femme doit tourner le dos à son mari. Non. Mais je voulais dire que parce que la femme est un être humain, ce n'est pas l'interrupteur. Avant que ce corps-là ne réagisse normalement comme il doit réagir, il y a des préalables. Et quand il n'y a pas ces préalables, même si tu forces la femme, même si tu la violentes physiquement, elle va rester de marbre. Elle ne va rien éprouver. Donc je voudrais donc dire, non, je voudrais, quand il y a déjà un 4-5 mois, ça veut dire qu'il y a malaise. Voilà. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et la solution? Moi, la première solution, c'est d'abord le dialogue. Moi, je prends le dialogue. Moi, je prends la communication. Je vous assure que le plus souvent, on retrouve les couples en train de s'entretuer et de se séparer pour rien. Quand je reviens au cas, je prends le cas du premier intervenant, tout à l'heure là, je suis triste pour ce monsieur qui continue à aimer une femme qui ne l'aime plus. Et cela, je reviens encore sur l'éducation, parce qu'il prend une dame qui ne l'a jamais aimé, qui est tout simplement venue parce qu'elle voulait une position et tout cela. Maintenant, quand ça ne va pas, 10 secondes. 10 secondes chacun, s'il vous plaît. 10 secondes chacun. Le souci du centre camerounais. Allez-y, le souci du centre camerounais de lutte contre les violences faites aux hommes est d'équilibrer la relation homme-femme. Hein? Parce que nous nous sommes rendus compte que l'homme n'est pas du tout suivi, que ce soit par les lois ou la société, et beaucoup plus en Afrique. Surtout que je souhaite que les lois soient faites de telle sorte que chacun soit responsable, qu'il y ait une seule barre de droit. Très bien. C'est de ça qu'il s'agit. On perd de plusieurs. Qu'est-ce que vous en dites? Conclusion? Mais la conclusion, jusqu'à présent,
on a tellement parlé des lois qui sont claires, malheureusement qu'on n'applique pas. Et on a évoqué Dieu et la Bible, qu'on cite beaucoup mais qu'on pratique un peu. Il aurait été intéressant justement de savoir alors que dit Dieu, que dit la parole de Dieu. Et puis maintenant, par rapport à la relation homme et femme, nous nous plaçons là-dedans comme chrétiens, comme croyants, ou nous nous plaçons là à partir de ce que nos cultures, nos traditions veulent que nous soyons. Donc, j'aurais bien voulu que dans votre association, s'il y a des chrétiens dedans, qu'ils réagissent par rapport à cette relation homme-femme dans le déséquilibre de la violence à partir de ce que la parole de Dieu nous dit. Et je suis sûr que si on y recourt souvent, pas en la citant, comme vous avez cité la Genèse, la côte, machin, eh bien, en la pratiquant un peu, sinon beaucoup, il y aurait peut-être beaucoup plus ou moins à se plaindre. Oui, je ne vais pas conclure sur l'émission. Je voudrais dire à mon frère que ce qu'il appelle l'amour n'est pas la jonction des deux sexes. L'amour commence par le cœur. Je veux dire que si les deux cœurs ne se rencontrent pas, ce qu'on fait en mettant les deux sexes ensemble, ça constitue le viol pour la femme. C'est un viol. Et enseignez à vos gens à ne pas violer leur partenaire. Pour la femme. Mais maman, tu ne m'as pas donné non, j'ai besoin du dernier parole. Non, du coup, tu as tellement parlé. C'est terminé là, madame. Non, moi, je voudrais demander au couple de véritablement communiquer. Parce que quand il y a la communication, quand il y a l'amour, le reste là vient vraiment, ça passe. On n'a pas besoin de violer une femme quand les deux cœurs sont proches. Vous savez, quand on aime, les deux cœurs sont tellement proches qu'on n'a pas l'impression qu'il y a une distance. Bien. Merci d'être venu à l'émission. Voilà. Merci de nous l'avoir suivi à jeudi. Bonsoir. Merci. Oh là 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 là. Monsieur,